Merci, cher ami, chers collègues. Donc, encore une fois, on m'a demandé de présenter les états des lieux, bon, l'état des lieux, ce qui se passe concernant les projets, en fait, les projets robots, de la chirurgie robot assistée en chirurgie urologique, gynécologique, digestive, thoracique, éventuellement réel au Maroc. Donc, en fait, c'est un voyage dans le temps. En fait, c'était une aventure. Bon, vous le savez, les collègues ici présents, la plupart, ils sont au courant, ça fait plus de 17 ans, mais ça fait en fait justement de façon très précise, c'était en février-mars 2023 où le dossier de chirurgie robot assistée au Maroc s'était complètement donc activé de façon très importante. De telle façon, est-ce que cette chirurgie elle doit et elle devra être donc installée, préparée, encouragée donc au Maroc. Donc je ne vous apprends rien, c'est une avancée qui est significative dans le domaine de la chirurgie minimale invasive. Je l'ai dit hier aux collègues, bientôt le mot de chirurgien va disparaître. Je pense que les jeunes qui sont ici, peut-être qu'ils vont assister à disons, ce bouleversement déjà de la nosologie, c'est le mot chirurgien va disparaître. On va l'appeler bientôt docteur au mini-invasif. C'est-à-dire que le mot chirurgien lui-même, comme ce qu'on avait vécu, que nos collègues, disons nos anciens, qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire que va complètement changer. Pour rien que vous dire, par exemple, il y a certaines régions en Europe, mais surtout en France, parce qu'ils ont fait une étude populationnelle, ils ont trouvé quand même qu'il y a presque un robot pour 240 000 robots, disons citoyens français, avec moins de 10% de chirurgie ouverte. Il y a certaines régions là où il y a les robots sont moins représentés, il y a un robot pour 1 300 000. Vous voyez, c'est-à-dire que au niveau de ces régions qui sont moins représentées en termes de robots, il y a presque jusqu'à 30% de chirurgie ouverte. C'est-à-dire que la chirurgie ouverte, elle est en train disons, en termes de pourcentage, elle est en train de se réduire de plus en plus. Donc il y a la place de la chirurgie mini-invasive dans tous ces états. Et je rappelle ce qui était présenté tout à l'heure par le professeur Rabia concernant l'horizon. Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les MICE. Tout à l'heure, j'avais pas le temps d'intervenir. Concernant, c'est ça ce qu'on appelle actuellement en anglais, c'est minimally invasive surgical treatment. C'est-à-dire tout, c'est-à-dire avec le réseau, avec les reliefs, avec l'embolisation, et j'en passe avec les nucléorésection laser, avec ce qu'on faisait avant avec le PVP, mais également avec le TURIS, avec la vaporisation, avec le bipolaire, c'est-à-dire et avec l'endourologie qui est très développée en neurologie. C'est-à-dire le haut appareil, généralement, on le gère essentiellement avec l'endourologie. Et avec le développement, il y a quelques années, 5 à 7 ans de la chirurgie laparoscopique en neurologie qui a pris quand même un essor très important. Et maintenant, on a commencé cette aventure avec les collègues à Rabat et à Casablanca, mais également à Agadir. Et avant, c'était un projet qui a complètement, je dirais, c'était un avortement précoce. C'était à Fès avec l'achat du robot italien Ancelix. Donc, la chirurgie robot assistée ou les robots actuels qui sont sur le marché, ça permet quand même des opérations complexes pour ceux qui ont assisté à des interventions. Et ça, également, on va oublier les longues durées d'intervention avec les 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures, des fois avec des cystectomies difficiles et avec des remplacements. Au début, avec les cystectomies, on faisait 5, 6, 7 heures. On sort pas, même avec une vessie qui est pleine, tu as faim, et tu n'as pas le droit de sortir parce que ça fait quand même un challenge. Maintenant, ça change. C'est-à-dire qu'un chirurgien qui opère avec un robot, il a le droit de parler, il a le droit de téléphoner, il a le droit de boire un café, une boisson, de l'eau, pas comme avant. C'est-à-dire que le chirurgien, quand même, il est de plus en plus à l'aise. Et la chirurgie robotique actuellement dans tous les hôpitaux et dans toutes les cliniques, je dirais en Europe et aux États-Unis, c'est un indicateur de qualité des soins de cette structure. Et ça permet la pérennité. Et également, c'est un moyen d'attraction
l'attractivité aussi bien des patients, des clients, mais également des chirurgiens. C'est tous les jeunes chirurgiens actuellement qui sont pas comme nous. Nous, on a évolué, on est né avec la chirurgie ouverte. Les chirurgiens actuels ou les jeunes chirurgiens actuels, ils sont nés avec l'urologie, avec la chirurgie mini-invasive, avec la laparoscopie. Comment voulez-vous, quand vous leur dites, c'est par exemple, vous allez travailler comme ce qu'on faisait avant à Vicenne, en chirurgie A, en urgences, il y a que de la chirurgie ouverte, que de la chirurgie lourde. Maintenant, tout complètement a changé. Et c'est ça ce que j'avais appelé plusieurs années l'occidentalisation et de la pathologie, mais également des techniques. Donc en fait, la chirurgie robotique, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle dessine, elle est en train de sculpter ce qu'on appelle la médecine je dirais pas du futur, mais c'est du présent. Donc en fait, elle s'inscrit dans un cadre de l'avenir de la chirurgie. C'est une initiative transformatrice, complètement comme ce qui se fait actuellement dans les structures d'Encorade, mais également d'Actital, des universités Mohamed VI, mais également des hôpitaux militaires, bientôt dans les CHU, le CHU de Gadir, le CHU Ibn Sina, et j'en passe. Donc, c'est quoi l'intérêt de la chirurgie robot-assistée? C'est pas parce que on veut suivre la mode. Là, on n'est plus dans la mode. Les premiers robots ont été installés depuis 1999. On n'est plus dans la mode. On est à ça 24, 25, bientôt 26 ans. On a pris beaucoup de retard. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y avait des retards. C'est pas à cause de nous. Nous, on s'est manifesté il y a 17 ans. C'est-à-dire que les collègues marocains, même maghrébins, les Algériens, les Tunisiens, ils se sont manifestés. Mais il y avait quand même un lobby de telle façon qui a fait que la société américaine, qui est californienne, d'une façon ou d'une autre, elle s'est pas présentée au Maroc, ce qui fait qu'il y avait un retard. J'ai esquivé notre voyage en Chine, à Shanghai, avec une délégation marocaine, avec la société T2S, mais également avec le président donc des cliniques privées, professeur Ardouane Semlali, avec Ahlal qui nous a rejoint, avec beaucoup de gens, ce qui fait on s'est décidé d'aller vers la Chine et on a commencé par le premier robot, avec le premier contrat de Tomaï. C'est le premier Tomaï maintenant qui est en train donc avec lequel les collègues ils opèrent essentiellement au littoral, et le deuxième robot dans une clinique d'Actital, bientôt le troisième robot dans une clinique d'Actital à Casablanca, le quatrième ça va être également dans une clinique à Rabat, dans 2 cliniques à Rabat. Puis après, avec le Da Vinci, je vais vous dire ce qui s'est passé avec Da Vinci, la société américaine. Puis après, donc il y avait une revanche contre, donc intuitive, avec avec Da Vinci qui est maintenant complètement installé au Maroc. Avec les 2 premiers, disons, contrats de l'EM6 de Casablanca et de l'hôpital militaire. Et je vais vous montrer, c'était avant-hier, donc la signature définitive avec DNP. Donc le mot robota ou robot, en fait, ça date de très loin. Mais robota, selon le mot tchèque, c'est travail, corvée, mais en fait, c'est l'inverse. Ça permet au moins de rendre une chirurgie auparavant, c'était une chirurgie comme qui est astreignante, à ce qu'une chirurgie, même qui peut durer longtemps, à une chirurgie quand même qui est moins désagréable, je dirais beaucoup plus agréable. Donc, en fait, la chirurgie robot-assistée, maintenant, elle s'inscrit dans une histoire quand même qui est fascinante, dans le progrès de la médecine. Ça a commencé depuis longtemps, c'est depuis 1985, avec les premiers robots pour les biopsies stéréotaxiques pour les neurochirurgiens, mais également, il y avait un robot qui était utilisé par les urologues pour la résection, mais ça n'a pas trouvé quand même beaucoup d'engouement au niveau de la société des urologues. Après, le premier, disons, avec l'avènement de la chirurgie laparoscopique dès les années 70-80, la première cholécystectomie qui était faite en France par Philippe Mouret, puis après, les premières, disons, parce que c'était dans le domaine des secrets, c'était la NASA avec l'armée américaine, avec la fabrication et avec beaucoup de projets concernant les robots, surtout dans le domaine de la chirurgie, qui avaient beaucoup plus intérêt à faire de la téléchirurgie pour lorsque, par exemple, l'armée américaine, lorsqu'elle est déployée un peu partout dans le monde, ou sinon, on peut opérer de la Terre, par exemple, lorsqu'il y a un problème au niveau de la station spatiale.
En fait, c'était ça disons, les buts pour se lancer dans cette aventure de la fabrication de robots. Après, il y avait le premier robot développé en 90-95, c'était le Zeus. C'est qu'avec lequel il avait opéré le premier téléchirurgie de New York vers Strasbourg, la première cholécystéctomie faite par donc l'actuel directeur de l'EHPAD, qui est Jacques Maresco. Alors, le premier robot qui est introduit aux États-Unis, mais également en France, c'était en 99. Et le premier robot qui était introduit, c'était à Créteil, et qui était destiné aux chirurgiens cardiovasculaires. Bon, après, il n'y avait pas beaucoup ça n'intéressait pas tellement les cardiovasculaires à ce moment-là. C'était le professeur Abbo qui a sauté sur l'occasion. Il a pris le robot, il a commencé avec la première prostatectomie radicale faite par robot dans le monde. En fait, et en même temps, ça coïncidait avec la deuxième prostatectomie radicale faite dans le monde par un Allemand. Après, il y avait d'autres robots qui se sont apparus, surtout avec la société italienne Transerix. Et ça, c'était le robot qui était acheté malheureusement, mais c'était un problème c'est pas, on n'achète pas une colonne avec une boîte de cystoscopie. On se lance dans un projet. La chirurgie robot assistée, lorsqu'on veut se lancer dans un achat, déjà dans l'acquisition d'un robot, il faut réfléchir à une équipe. C'est ce qu'on appelle l'écosystème. C'est différent. C'est-à-dire que si c'était l'écosystème, on aurait pu être l'hôpital militaire de Rabat les premiers à avoir le Da Vinci. Pourtant, nous, on a signé, on a tout. Jusqu'à maintenant, on ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'on attend à ce que tout l'écosystème soit prêt. Tout. Et commençons par les lieux, et bien sûr avec la formation des équipes. Lorsque j'ai dit des équipes, c'est-à-dire et les chirurgiens, mais également des anesthésistes, parce que c'est une autre chirurgie, le malade ne doit pas bouger. ويقول لا المريض راه ما عادش منك يمكن هنا ما جو سي با كوا راه جي بو lui injecter de curare non si le malade il bouge ou que l'intervention avec des pinces à l'intérieur c'est que le malade il est mort il a دخلت لك une pince la porte la 24 راه المريض غادي يموت لك تماك لا طابل. C'est-à-dire que c'est une autre manière. C'est ça ce que je dis aux collègues. Ils disent pas que, par exemple, tu opères avec Célio. Quoique même si tu es un excellent chirurgien open, tu es un excellent chirurgien laparoscopique, lorsque tu veux te lancer dans ce projet, c'est une autre culture à laquelle tu dois t'adapter. Les collègues qui partent maintenant, qui assistent, par exemple, à l'Encorade, ou sinon à la Casablanca, alors ils ont remarqué, c'est pas parce que tu es un excellent open, tu es un excellent laparoscopique qu'on va te donner une prostate, tu vas l'opérer, ou un rein. Par exemple, non, parce que c'est un autre automatisme, il faut apprendre, il faut acquérir un certain nombre de skills avant de passer, mais pas tout seul, parce qu'il te faut un assistant, il te faut un niveau d'un instrumentiste qui est formé, mais également des anesthésistes, un médecin, un infirmier anesthésiste, mais il faut pas oublier les autres, le pharmacien qui doit suivre, mais également, sans oublier le pharmacien de stérilisation. Donc tout ça, ça fait ce qu'on appelle l'écosystème. Bien sûr, avec un hôpital qui doit être derrière, bien sûr, pour les achats, pour suivre tout ce qui est consommable, et bien sûr également sans oublier, bien sûr, la facturation, parce qu'il faut que le projet, il ne faut pas qu'il soit faillible. Donc vous voyez le développement de la société intuitive, donc Da Vinci, depuis des années. Donc ils ont quand même, ils se sont vraiment améliorés concernant la dextérité, la fiabilité de leur système. Maintenant, on est au XI. C'est lui qui est le plus répandu dans le monde, mais également il y a le 5, le 5, mais actuellement il n'est vendu qu'aux États-Unis. Mais également le SP, le single port. Maintenant le premier, ça c'est une bonne nouvelle pour les collègues, pour les Marocains. Le premier qui est vendu dans une structure publique en France, c'est avec les Marocains, avec 2 urologues marocains. Le SP. C'est à l'hôpital Jean-Bernard, c'est l'hôpital de Valenciennes. Ils ont 3 robots grâce à 2 urologues marocains. Donc 3 robots, ils ont un robot, premier robot XI, le deuxième robot XI, et il y a 15 jours, ils ont acquis le SP. Ils étaient la semaine dernière dans des formations en Suisse, mais également à l'ERCAD. Et bien sûr, je pense qu'ils vont commencer bientôt la semaine prochaine avec un proctorine, avec le SP. Et ça, c'est une fierté pour tout le monde. C'est-à-dire avec 2 Marocains qui ont évolué à Casablanca, qui sont en Valenciennes. Ils ont 3 robots. Bien sûr, ils travaillent avec les autres spécialités, mais ils ont 3 robots. Pourquoi? Parce que c'est grâce à leur activité qu'ils ont pu quand même convaincre la direction à ce que, bien sûr, la chirurgie robotique soit installée,
Mais de telle façon, il y a maintenant un concept dans ce type d'hôpitaux, c'est-à-dire il ne faut plus parler un robot dans une salle. Et c'est beaucoup plus département de chirurgie robotique. Parce que ça n'intéresse pas que les urologues. Effectivement, les urologues, ils ont la plus grande activité, mais bien sûr les gynécologues, les digestifs, les thoraciques, mais sans oublier également les ORL, pour ceux que ça intéresse au niveau ORL, surtout la chirurgie orale. Donc, puis après, il y a d'autres concurrents qui sont rentrés dans le marché, et ça, vous les connaissez. Il y a le CMR également qui est représenté au Maroc, c'est une société qui est anglaise. Il y a Johnson Johnson, de Detico, il y a Medtronic Ego également qui est représenté au Maroc par la société. D'ailleurs, la société argentine, maintenant, jusqu'à il y a 15 jours, elle a 3 cartes. Elle a Medtronic, elle a le Mantra qui est indien, mais elle a également le Kengdu. C'est la 4e société qui fait le robot. Kongdo, c'est propre à une ville qui se trouve mitoyenne à la Corée du Nord. Puis après, vous avez le Tomaï qui est représenté par T2S, et puis après, vous avez le Edge qui ressemble également au Tomaï, mais qui ont également un single port qui est représenté par Relais Médical. Ce sont les 2 collègues qui travaillaient avant avec Promamec. Donc en fait, vous avez tous les robots, en presque moins d'un an, vous avez tous les robots qui sont fabriqués dans le monde sont représentés au Maroc. Alors avant février, mars 2023, il n'y avait rien, aucun robot n'était représenté au Maroc. Donc vous voyez l'évolution, elle est phénoménale. Donc les applications, au début, le premier robot, Da Vinci, il était conçu essentiellement pour la chirurgie cardiovasculaire, mais il n'a pas trouvé l'engouement qui était en principe escompté. Ce qui fait, ce sont les urologues qu'ils ont repris. En principe, c'est grâce aux urologues que la chirurgie robo-assistée a connu tout ce développement et cet essor. Donc, quel est son impact? Effectivement, tout le monde va se poser des questions. Ils me posent la même question. Et le coût, et la facturation. Effectivement, vous avez raison. Mais l'État, les responsables sont en train de travailler en même temps concernant la facturation. Donc, on va commencer, c'est à l'hôpital militaire parce que c'est un hôpital qui est à but non lucratif. On va commencer par les premiers malades, Inch'Allah, lorsqu'on va commencer. Et bien sûr, on va appeler des experts comptables qui sont en dehors des militaires. Ce sont les experts comptables qui vont faire les études. C'est-à-dire qu'ils vont toucher à tous les aspects. Et également la maintenance, l'achat, l'acquisition, les pinces, la maintenance, le consommable, la durée moyenne de séjour, l'anesthésie, le chirurgien, l'occupation de la salle. Donc on va toucher tout ça. C'est au bout de 10 malades par spécialité, par acte, et on va sortir par une tarification moyenne qu'on va bien sûr vous soumettre. Donc en fait, lorsque tu as une structure quelconque, lorsqu'elle acquiert donc un robot, c'est pour un investissement à long terme en fait. Un investissement bien sûr immédiat, mais également à long terme, parce qu'il faut la même chose lorsqu'on avait, parce que je fais partie des générations qui a vécu avec le début de la cystoscopie à Vicenne. J'étais interne CHU au début c'était la cholécystectomie. J'étais contre. J'étais mécontent parce que je comprenais rien déjà. Je sais quoi, je connais oui, effectivement. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que ceux qui avaient pensé à la cystoscopie, ils avaient raison. Parce qu'on a compris que c'est pas c'est pas la même douleur post-opératoire, c'est pas la même durée de moyenne de séjour, c'est pas les mêmes complications. Déjà, lorsque tu as une éventration sur une cholécystectomie, c'est une terreur. Alors, quels sont les apports de la chirurgie robotique? Le robot, lorsqu'on travaille avec un robot, ça permet de filtrer les mouvements. Donc, donc il y a moins de tremblements, il n'y a pas de tremblement en fait. Démultiplication des gestes. Le chirurgien, tout seul, il peut manipuler 5 bras, 4 bras à 5 bras. Les 4 bras avec le robot américain, les robots européens, mais avec le robot chinois, ils peuvent ajouter même un 5e bras. Ah, ça c'est impressionnant. Impressionnant, surtout avec la société Kongdu. Si tu veux un 5e bras, on peut te ajouter un 5e bras et ils vont l'ajouter également dans le logiciel. Donc le chirurgien, il peut avoir 5
5 bras, tu peux complètement manipuler. Tu n'as plus besoin de l'aide pour par exemple, pour soulever, pour écarter, pour aspirer. Donc, tu peux faire beaucoup de gestes en même temps. Et également la stabilité de l'image. L'image, elle est agrandie plus de 10 fois. Avec 7 degrés de liberté. Chose qu'on n'a pas avec les cystoscopies. Mais avec les pinces robotisées, tu as presque la même chose qu'avec la main humaine. Bien sûr, avec une qualité de dissection. Pour ceux qui se sont assis sur une console, ils ont vu la qualité de l'image, qui est tridimensionnelle, avec déjà au niveau de la caméra où tu as deux optiques. C'est impressionnant. Impressionnant. Mais, toujours, bien sûr, ça c'est tributaire d'un écosystème, obligatoirement, qu'il va falloir développer. Obligatoire. Et bien sûr, avec des mesures organisationnelles. Et c'est généralement, avec le robot, c'est pas des matinées opératoires, ce sont des journées opératoires. Parce au-delà de 150 malades par an, tu vas avoir un coût réduit concernant les pinces. Parce que les pinces sont chères. C'est un nombre de vies par pince. Il y a des pinces qui sont un nombre de vies de 10, et on a ceux qui ont un nombre de vies de 15, et on a ceux qui ont des nombres de vies jusqu'à 18. Mais c'est quand même, il faut comprendre, il y a des pinces qui coûtent 60 000, il y a par exemple un nom de GA qui sont très chers, les ciseaux monopolaires avec les pinces bipolaires sont très chers, l'optique, tout seul l'optique, ça fait 800 000 balles, donc c'est pas rien. Donc avec la maintenance des 2 premières années, c'est gratuit, mais obligatoirement tu dois payer préalablement 6 ans de maintenance. C'est-à-dire que tu dois totaliser 8 ans de maintenance. Et si tu achètes, par exemple, si tu es dans une structure universitaire, une deuxième console, et si tu achètes également le seminar, c'est-à-dire parce que obligatoirement tu dois avoir un simulateur. Et ça fait quand même des coûts. Ça fait des coûts. Donc tu dois obligatoirement amortir. Amortir comment? C'est en faisant beaucoup de procédures. Dernièrement, il y a 2 mois, j'étais également à Valenciennes. On est parti voir une technique en Belgique, dans la partie flamande, avec 2 chirurgiens, dont une fille, chirurgien gynécologue. En une journée, c'est une journée opératoire, il y avait, ils avaient 8 procédures. Imaginez 8 procédures. Alors, أنا كنت حاضر أنا والدكتور بالكيران اللي كنشوفهم وين يفهم. راه قبل ما يكمل راه كلشي واجد ديال الدوزيام malade. Le malade, avant qu'il sorte, un des chirurgiens, il est en train d'habiller ce qu'on appelle patient cart. داك الشيء راه واجد يدو في دخول. المريض كيدخلوا لانستيست انتيبي فونتيلي. داك الشيء واحد لا فاسون, c'est ce qu'on appelle des mesures organisationnelles. C'est pour amortir. Et ça c'est un peu ماشي ما يمكنش نخدموا à l'ancienne. Tu peux plus travailler à l'ancienne. Donc tu dois avoir des équipes qui sont dédiées à ce type de projet. J'appelle toujours un projet. Pardon? Oui. Et ça c'est une, je dirais une sagesse de Akira. C'est lui qui dit ديما seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Il a complètement raison. بوحدك يمكن انت غادي تجري غادي ولكن غتعيا بوحدك. ولكن الا كنتو جوج 3 واحد كيشجع الاخر. Donc on va aller plus loin. Donc ce qui fait, c'est un projet pas d'une personne, c'est un projet d'une nation. Donc tout le monde doit aller dans ce sens. Donc en fait, vous voyez le nombre de robots qui sont présents ici maintenant au Maroc. Donc presque toutes les sociétés sont représentées ici, toutes les robots. Donc comment faire la part des choses entre les robots? Il y en a des robots comme le Tomai, comme le DaVinci XI, mais il y a des robots comme par exemple le Igo. Alors le Tomai, le XI, le Edge, هادو ثلاثة عندهم la même chose, c'est-à-dire vous avez une console, mais vous avez un patient cart, c'est-à-dire avec une potence et avec un boom et avec 4 bras. Donc c'est la même chose. Alors pourtant il y a d'autres robots où tu as 4 bras séparés. Donc chacun il a des avantages et des inconvénients. Ceux qui ont plusieurs bras séparés, bien sûr, sont encombrants dans une salle opératoire. Et je rappelle, la salle opératoire qui serait dédiée à un robot, il devrait avoir entre 43 mètres carrés à 50 mètres carrés avec une hauteur de 3 mètres carrés. Donc ça dépend du choix de chaque structure. Hein. Il y en a ceux qui veulent travailler, par exemple, sur une console qui est ouverte, et on a ceux qui peuvent travailler sur une console qui est complètement fermée. Donc ça, je l'ai dit actuellement avec le X et avec une définition d'image qui est plus élevée. Le 5, bon, jusqu'à maintenant, il n'est pas rentré en Europe.
Maintenant, ils sont en train de développer beaucoup plus. Ils ont le XI. La plupart des structures en Europe, je parle de l'Europe, bon, je parle pas des États-Unis. Aux États-Unis, il y a presque, actuellement, 6000 robots. Aux États-Unis. En Europe, presque 5000. 5000. شي اللي قلت للدكتور ما عرفتش واش كاين الاستاذ هاشم قلت له راه ils sont pas débiles. Ils sont pas débiles. Ils se sont lancés dans cette chirurgie il y a plusieurs années. Parce qu'ils sont intelligents, les gens, ils sont intelligents. Parce qu'ils voient quand même le développement de la chirurgie. La chirurgie avec laquelle on a travaillé dans les années 80, 90, ça va pas être la chirurgie dans les années 30, dans 2030, 2040. Donc tout il est en train de changer, complètement en train de changer. D'ailleurs, ما عرفت انا واش كاين حمد هنايا السي حمد صاحبنا اللي كيدير beaucoup plus d'embolisation. المنصوري. Dès qu'il a publié donc les vidéos mais c'est pas possible le nombre de gens qui vous appellent si vous pensez que l'embolisation. L'embolisation, c'est-à-dire que les Marocains, ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs, peu importe. المهم كيعيط لك تيقول لك واش كديرها دابا لو ريزومي دو ريزوم ماروكان كاين ان ريزوم à Casablanca il y a un réseau Maraba tout le monde تيقول لك عافاك قول لنا واش يصلح ما يصلحش donc راه ولاو les consultations les gens ils demandent des avis par téléphone sinon on t'envoie par WhatsApp qu'est-ce que t'en penses اش بان لك vous voyez c'est-à-dire que les gens ils sont au courant et les gens ils demandent donc quand même une certaine qualité de chirurgie les Marocains ils sont pas bêtes donc les gens ils sont au courant et vous voyez le nombre de malades qui sont partis en Europe pour se faire opérer par robot ou sinon aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de robot au Maroc. Dès que شي واحد كيسولك ما عندكمش الروبو كيبقى في الحال. سي على انت tu sens بحال راك tu es humilié. علاش هما عندهم الروبو عندهم اوطون نتوما ما عندكمش علاش pourquoi? D'ailleurs c'est ça les questions اللي كيحط لك علاش ما عندكمش علاش مالكم نتوما ما قارينش voyez ما عندكمش فلوس vous n'avez pas de moyens. voyez c'est les mêmes questions que surtout اللي كان شي واحد proche. Pardon? Voilà, c'est ça. Donc quand même, il y a des avantages, il y a des défis, surtout concernant le coût, concernant la nécessité de formation spécialisée. Ça, c'est le côté قال في une réunion. Effectivement, lorsque tu es un bon laparoscopiste, tu comprends beaucoup de choses en termes de chirurgie robotique. ولكن c'est d'autres automatismes. Ça qu'on le veut ou non, c'est d'autres automatismes. C'est d'autres manières d'opérer, d'autres manières de s'installer, d'autres. C'est une révolution. C'est pas une évolution. Effectivement, tu as complètement raison. C'est pas une évolution, c'est une révolution. C'est d'autres. C'est comme lorsqu'on faisait de l'open, puis après on est passé à la laparoscopie. Alors on a souffert. Alors des années durant pour passer à la laparoscopie. Alors c'est pas simple. Donc quand même l'impact de la robotique sur l'environnement du travail du chirurgien, ça il y a pas de doute. Après ce que j'ai dit avec le développement, tout ce qui est mini-invasif, surgical therapy, le réseau, l'embolisation, tout le monde demande est-ce que vous faites du laser, pas le laser à l'ancien, le monopolaire bipolaire, mais le vrai laser. Et également actuellement tout le monde le dit, pour que tu passes à l'Afrique, il faut que tu passes par le Maroc. Dans les pays de l'Afrique, obligatoirement, tu dois, parce qu'il y a beaucoup de malades, beaucoup de citoyens qui viennent de l'Afrique vers le Maroc se soigner au Maroc. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les responsables sont en train de développer ce qu'on appelle presque le tourisme médical chez nous. Donc, mais également, les citoyens africains, ils demandent un certain niveau quand même de qualité des soins. Donc, en fait, quand 2024-2025, c'est l'année charnière de l'histoire de la santé au Maroc, avec l'avènement et le début de cette aventure, ce qui est la chirurgie robot assistée. Et avec le nombre de publications actuellement sur le Maroc, depuis l'acquisition du RevoA, il faut le dire quand même, Ziouziou, il est là. Ziouziou, ils avaient le RevoA chez eux. Maintenant, ils sont en train de se faire former. Peut-être ils peuvent en parler tout à l'heure. Eux, ils ont le robot, la même chose que le XI, mais le RevoA, il est de la Corée du Sud. Après, vous reconnaissez les gens, ça c'était juste après Dubaï l'année dernière, avec tous les collègues. On est parti donc à Shanghai, c'est dans le campus de Medbot, Microport, Tomai. Toi aussi, vous le faudra que je me بعدنا. Puis après Arabie, مشي dernièrement. Donc vous reconnaissez donc Sordo, Sismlali, Mrabti, Ahlal,
bien sûr les responsables de Thomas et de tout le monde avec les réunions entre délégations marocaines et les responsables donc chinois de la société Microport Medbot. Donc ils ont développé, ils ont ce robot avec lequel ils sont en train de travailler et à l'Ancorade, mais également à Actital, à Casa. Ils vont installer le troisième robot au Thomas et c'est à Casablanca, dans une clinique, j'imagine, d'Actital. Puis après, le quatrième, ça va être à Rabat, clinique Actital. Cinquième, je pense, à l'Institut, à la clinique Pasteur. Donc, vous voyez le nom. Puis après, avec les deux robots d'Avinci, celui de Casablanca à l'IM6, mais celui également de l'hôpital militaire. Vous voyez, en peu de temps, il y a 7 robots qui vont être installés. Ce qui fait, lorsque j'ai dit la dernière fois, en novembre, mes prévisions qui sont humbles, d'ici 2030, il va y avoir minimum, parce que j'ai calculé en fonction de ce qui se passe maintenant en France, avec les sites populationnels. Maintenant, en 2030, il va y avoir une centaine. Avec, bien sûr, il y a beaucoup de concurrence entre les différentes structures, une centaine de robots au Maroc. Pardon? Inch'Allah, voilà, effectivement. Donc, vous voyez le nombre de publications ici au Maroc. La robotique, c'est l'avenir de la médecine, avec les différentes interventions, de l'Oustad Semlali, de l'Ahlal, de l'Ouzan, de tous les collègues. Donc, le premier robot de chirurgie qui opère au Maroc. Puis après, même dans les news français, ils sont en train de parler de, voyez le U, c'est un canal de l'Institut, donc Alexis Vautrin, qui ont parlé de l'implantation de la chirurgie robotique au Maroc. Ah, quand même, c'est important, c'est un changement capital. Implantation, vous voyez le titre, implantation de la chirurgie robotique au Maroc. C'est-à-dire, c'est un indicateur de qualité et de niveau des soins. Avec le Da Vinci, avec donc, e-health international, avec donc l'intervention du professeur Saïr, qui est le directeur de Cheikh Khalifa de Casablanca, parce qu'il était signataire, lui aussi, des robots Da Vinci, XI. Après la création de 2 sociétés, entre autres une société marocaine de la robotique en santé qui rassemble les différents intervenants en chirurgie robotique, aussi bien les urologues, les gynécos, les thoraciques, les ORL, mais également les neurochirurgiens, les traumatologues, mais également les dentistes et les pharmaciens. Donc, pas loin d'avant-hier. Avant-hier, ça c'est un mail que j'ai eu du directeur général de la société qui vend maintenant Da Vinci, qui est hispano-italienne. C'est-à-dire, avant-hier, il y avait la signature définitive avec la direction de médicaments et de pharmacie, donc avec avec la société Da Vinci. Donc, avant-hier était complètement finalisé. Donc, ce qui fait pour tous ceux qui veulent acheter l'un ou l'autre, maintenant, toutes les sociétés sont enregistrées. Donc, ils sont légales. Puis après, avec les collègues marocains, vous voyez, Dr Lokman, vous voyez, on était avec Hachem il y a 15 jours. On a assisté à l'acquisition du 3e robot qui est SP dans l'hôpital. Et c'était une fierté, on était très fiers avec nos 2 amis marocains de Casablanca. Qui sont à l'hôpital Valenciennes avec le 3e robot. Donc, vous avez le XI premier, XI2 et vous avez le SP. Donc, ça, c'est un SP. Donc, c'est un single port. Après, vous voyez le Zraq, lui aussi, il part de temps en temps chez eux, avec Hamed Ben Kiran et avec le Dr Lokman Mustafa. Après, vous avez le Edge, ça c'est pour votre, ça c'est une autre société qui opère dans la ville Shenzhen, c'est en Chine, elle aussi, elle fabrique des robots qui sont similaires au Thomas. Alors, avec ces robots, avec Patient Cart, avec les 4 bras, ça, on doit opérer pas comme la laparoscopie, c'est une ligne horizontale. Mais avec les autres robots où il y a plusieurs bras, tu peux opérer en triangulation c'est plus ou moins une laparoscopie améliorée. Avec les différentes sociétés, oui, CMR, voilà. Puis après, Montra qui est italienne. Il y a les collègues qui sont partis. Puis après, il y a quelque chose qui est en train de se préparer actuellement aux États-Unis. C'est grâce à Johnson & Johnson et Google. C'est-à-dire, au niveau de la table, à côté de la table, vous allez avoir les bras qui sont fixes. C'est impressionnant, ça, c'est en cours de développement. Puis après, il y a une autre nouveauté. C'est, la téléchirurgie, on en a parlé avec tout ce qui se passe. Ça, c'est le Kongdo. C'est impressionnant. Vous voyez, il peut ajouter un 5e bras. Ça, c'est la seule société au monde qui fabrique et qui peut vous ajouter un 5e bras. C'est-à-dire, vous avez 4 bras. Et si tu as besoin, si vous avez une chirurgie complexe,
tu peux ajouter un cinquième bras, tu peux l'ajouter. Ça, il n'y a aucune société dans le monde qui peut vous mettre à votre disposition une telle prouesse. Puis après, il y a quelques mois, il y a la NASA qui a envoyé un robot directement de la Terre vers la station spatiale. Et ce robot, tout seul, qui est manipulé d'en bas, il a pu quand même faire quelques sutures au niveau de la station spatiale. Et grâce ou à cause de toutes ces téléchirurgies, il y a création d'un consensus de conférence en 2024 aux États-Unis pour réguler donc c'est le plan réglementaire et ce plan légal ce type de chirurgie. Donc en fait, je parle plus de futur proche, mais je parle de présent proche. Il y a Rabé qui m'a donné la semaine prochaine, il va y avoir un congrès qui va se passer en Espagne qu'on appelle Médecine en 2044. Alors, lorsque j'ai vu j'ai vu il va y avoir des micro-robots. Il va y avoir probablement, dans 20 ans, parce qu'on est en 2024-25, 20 ans vers l'avant, probablement il va y avoir des robots qui vont opérer tout seuls. Et des micro-robots, c'est pas les mêmes robots avec 2 tonnes, 3 tonnes. Et avec, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, avec les nanorobots, oui, ça va se passer, c'est à Saragossa, c'est en janvier, c'est le 30, voilà, c'est le 30-31 janvier, voilà, c'est ça, ouais. Nanomédecine, et ce qui est écrit, enfin, si vous voyez ici, nanomédecine, it is time to swallow your doctor. Wesh, c'est le temps complètement d'aspirer votre médecin, parce que le médecin, vraiment, il va y avoir un rôle. Sinon, c'est un médecin qui va être derrière les consoles, qui va comme un ingénieur. Comme ce qu'on voyait, que j'ai vu il y a quelques années. 2-3 ans, j'étais à l'ERCAD, il y a ce qu'on appelle les nouveaux blocs. C'est-à-dire, vous avez le chirurgien qui opère, mais vous avez des ingénieurs qui sont à côté, qui sont en train de te guider. Alors. Voilà, donc c'est ça, toute cette aventure jusqu'à qu'il y ait une acquisition. C'est tout ce que vous voyez, tous les acteurs qui ont travaillé à ce que la chirurgie robot assistée soit démocratique au Maroc. C'est tout ce que vous voyez depuis Israël, donc Shanghai, puis après il y a Johan, il y a Nancy 2 fois, donc puis après les gens de Nancy qui viennent ici au Maroc. Donc le problème, c'est essentiellement l'accompagnement. Il faut quand même qu'il y ait des mesures organisationnelles, mais on a pensé également à la formation initiale et continue du chirurgien. C'est pour cette raison, on avait décidé avec les collègues, lorsqu'on était à Shanghai, c'est la création de ce qu'on appelle un hôpital virtuel. C'est un hôpital virtuel ou un centre de simulation qui devrait être dédié à la chirurgie robot assistée, qui devrait être implanté au Maroc. Et on a choisi Casablanca pour plusieurs raisons, parce que la majorité des chirurgiens se trouvent à Casablanca. L'accessibilité, l'aéroport, c'est un aéroport qui est international. Il y a l'EM6, il y a beaucoup de choses, il y a la disponibilité des responsables de l'EM6, parce que ça coûte très cher. Et on est parti à Johan, on a vu l'école de chirurgie. C'est impressionnant ce qu'on a vu à Johan, à l'université Johan. C'est une école de chirurgie, on dirait un hôpital, et dans chaque salle énorme, il y a une société représentée avec le robot, avec le simulateur, et chaque candidat qui passe, il doit quand même valider un certain nombre de skills, il doit passer par chaque robot. Et ils avaient 4 robots. Ils avaient un robot Tomai, le DaVinci Xi, ils avaient le Edge, ils avaient le Kongdu. Bien sûr, avec des salles où il y avait une multitude de simulateurs. Il y a des journées qui sont dédiées à la microchirurgie parce que ça ressemble la même chose à la chirurgie robot assistée, mais également à la chirurgie sur rat, mais à la chirurgie également sur cochon. Et je termine par cette conclusion. Vous voyez le nombre d'installations des robots. Je parle que de DaVinci, je parle pas des autres. Il y a 9203 en 2024 dans le monde, avec presque, actuellement il dit 6000 aux États-Unis, avec 4000 disons à l'Europe, mais également à l'Asie. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Excellente mise au point. Bon, j'espère que
Ça va encourager tout le monde à s'y mettre. Vous avez des questions pour les trois orateurs? Ah, on commence par Samer. Là, on va commencer par le commencement. Sihdo, vous pouvez Oui. me rejoindre? Moi, je te félicite, je te remercie pour l'effort que tu fournis pour attirer l'urologie marocaine vers les standards internationaux. Alors, ma remarque concernant ta présentation sur le robot, je pense que l'avenir de la chirurgie robotique au Maroc est tributaire de la tarification. On ne peut pas se permettre d'amortir une machine qui coûte plus de 20 millions de dirhams avec le coût de la maintenance avec une tarification de 16 800 pour une prostatectomie. C'est le tarif remboursé par la CNOPS et la CNSS. Je pense que l'effort, vous êtes maintenant les pionniers à l'échelle nationale dans cette pratique. Vous devez défendre le changement de la tarification. C'est anormal qu'on continue à exercer ce type d'opération avec une tarification aussi rudimentaire. Je voudrais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit Joël. Joël a tout à fait raison. Et sa requête, elle est légitime. Mais juste, je te rappelle que je ferai une analogie avec l'urétéroscopie souple. L'urétéroscopie souple, c'était très très cher pour la faire. Et puis, les gens se sont quand même jetés dans le feu pour commencer. Le résultat, quoi aujourd'hui? Tout le monde a accès à l'urétéroscopie souple parce que les sociétés commencent à rentrer avec le matériel qui coûte moins cher. Et j'espère que ce sera peut-être ce qu'on espère pas avec l'euro. Lorsqu'on était en Israël avec la société d'Over, parce qu'au début c'était la première société qu'on a approchée pour rentrer le robot Da Vinci. La première chose, la première requête, la demande de Da Vinci Intuitive des États-Unis, c'est que l'inspecteur général Abbar et le directeur de la mutuelle militaire, qui était le colonel-major Tsamoni, c'est qu'ils signent de façon solennelle à ce que les actes qui devraient se faire par robot les deux doivent être facturés et payés à l'hôpital. Ce qui fait, avant, on a fait une étude, mais une étude sommaire. On n'avait pas d'expérience, on n'avait rien. Mais sommaire sur les prosthèses radicales. Parce que maintenant, lorsque tu veux faire une étude médico-économique concernant le robot, tu prends toujours la prosthèse radicale. C'est la prosthèse radicale que on a fait avec l'achat, avec la maintenance, avec bien sûr la distance entre Israël et le Maroc. C'est-à-dire, on a trouvé qu'à peu près, et on avait le gain. Un gain minimum de 20 000 à 25 000, si on comptabilise la prosthèse radicale avec 80 000. Ça, c'était à l'époque avec Israël. Bien sûr, avec la guerre et tout, ça s'est fait arrêter. Après, on est passé à la société qui est hispano-italienne, qui dessert les 5 pays. Maintenant, effectivement, tout le monde, ils ont pris le travail que nous avons fait. Ici, à l'hôpital militaire, 80 000 prosthèses radicales robotisées. Oui, probablement c'est cher, probablement c'est limite. Mais il faut attendre. Qu'est-ce qu'on est, notre propre robot. On va faire une étude microéconomique avec des experts comptables. Et on va vous donner combien ça coûte. Combien ça coûte de façon réelle. Par exemple, mais on va faire pas uniquement une étude qui est urologique, mais également les gynécos, ils vont prendre, je pense, l'hystérectomie. Les digestifs, ils vont prendre la colectomie. Non, tout. Non, tout. Parce qu'on avait fait. Parce que dans une étude, ça c'est secret, je ne dois pas vous la donner. Dans une étude comparative entre Thomas et Da Vinci XI, avec présence de différents responsables, notre gestionnaire qui est expert comptable de l'hôpital militaire, mais également des experts comptables externes et un expert comptable de Sourdo. Tout le monde en a fait travail parce qu'il y avait un souci, oui, mais là, il y a une phase de l'histoire, et on avait fait un travail qu'on a donné aux instances. On a fait une comparaison entre Thomas et entre la prosthèse radicale, bien sûr, Thomas et XI. Bien sûr, on a trouvé entre Thomas et XI, déjà l'achat à la maintenance, c'est 30% de moins. Ah, ça, c'est pas rien. Bien sûr, c'est important. Mais bien sûr, ça dépend de chacun, comment il travaille, avec quel type de pince, quel type. Vous voyez? Moi, j'ai une question assez. J'ai peut-être marché un peu dans le plat, mais je pense que ces travaux, ils ont déjà été commencés sur l'open. On n'a jamais eu gain de cause sur aucun geste sur l'open, ni sur les biopsies, ni sur les néphrostomies,
ni sur les marges. La laparoscopie est arrivée, il est resté 20 ans, on a pris peut-être 20 ans de retard. J'ai comme l'impression, et je suis presque sûr que vous allez faire un très très bon travail. J'ai comme l'impression qu'après votre très bon travail, blackout. Pas du tout. Et ouais, Pas du tout. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce Voilà. que le travail, vous allez le faire, parce que les gens ont besoin de savoir. Ils ont Chez- besoin de savoir, mais l'État devra aussi, Bien sûr. a besoin de savoir, Bien sûr. est-ce que c'est C'est le l'État. budget pour Ah, c'est un suivre c'est un aussi travail. bien tous les gestes qui doivent être régularisés en Open ou je ne sais quel geste endoscopique également, mais aussi la robotique si on veut aller loin. Parce que le nerf de la guerre, à Qatar. Bien sûr. Merci. J'ai une question au docteur. En tant que nutritionniste, nous les jours. نكمل Allez-y, نكمل مع allez-y. زكريا. مازال- ماشي عندك الحق أستاذ. ولكن pour que la chirurgie robotique qu'elle soit implantée au Maroc, c'était des décisions souveraines. Voilà, les responsables, tout le monde. قال لك الشريف خصك تدخل قال لك هضره واحده تولينا سير لهنا جي لهنا فهمتي راه tout le monde bien sûr. داكشي. En même temps, on avait travaillé, on a commencé, on a abordé, on a amorcé le travail concernant uniquement, bien sûr, عندك صح. راه ما يمكنلكش تدخل الشونتي كامل. الشونتي راه ملي كنت انا سكرتير جينيرال avec vous, on a commencé, on n'a pas pu. تفهم انا مشيت وسيد انا مشيت. Elle doit être valorisée. Parce qu'autrement dit, tu ne vas pas travailler. Tu ne vas jamais faire une fusion d'image. عندك الصح thérapie focale. Bien sûr. عندك الحق. هذا الشيء complètement. D'abord, on s'est concentré à la chirurgie robotique, les gestes qui vont être faits avec une commission nationale, avec des représentants de l'urologie, des représentants digestifs, thoraciques, l'ORL, voilà, et gynéco. Et chacun il va prendre un type, parce que selon les instances, le type. Bien sûr, avec beaucoup de réunions, d'abord on va se réunir avec la HAS. Alors, il y a beaucoup de réunions. Mais certainement, les réunions prochaines, alors on va vous présenter des chiffres parce que ça vous intéresse. Comme ça nous intéresse, ça intéresse tout le monde. Bien sûr. Mais de façon impartiale, de façon, disons, je dirais, rationnelle. Alors, merci beaucoup. Mais le président me fait signe pour que la session se termine. J'ai une question, docteur, qui intéresse les urologues. Vous êtes spécialiste dans votre domaine. Nous, on est les patients qui ont des calculs de l'acide urique avec des hyperuricémies. Est-ce qu'on doit les gérer sur le plan nutritionnel nous-mêmes ou est-ce qu'on doit se concerter ou les envoyer à un spécialiste? Parce que c'est toujours la même question. Les malades vous posent la question, qu'est-ce que je mange? Exact. Le souci avec l'acide urique, c'est que c'est un déchet naturel. Le souci majeur qu'il y a, c'est principalement, il ne faut pas qu'il y ait une restriction protéique. Moi, je vous invite à oublier, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne mangez pas, essayez d'aller vers un message beaucoup plus positif. Voilà ce qu'il faut manger. Parce que maintenant, quand on ne va pas manger de protéines, certes, on ne va pas ramener des purines, ça c'est clair. On ne va pas manger de sardines, on ne va pas manger de fruits de mer, on ne va pas ramener du gibier. Le blanc d'œuf, il n'y a pas de problème, ça ne va pas repoter. Mais le souci, c'est que, enfin, les abats, parce que ça va ramener d'office des purines. Donc l'intérêt ici de l'acide urique, c'est de limiter l'alimentation riche en purines, principalement le gibier, les fruits de mer, la sardine, les anchois, le thon, ça on peut l'enlever. Mais éventuellement, il va falloir qu'on mange quand même du poisson blanc. Parce que si jamais on ne mange plus de protéines, il va y avoir ce que je vous ai montré tout à l'heure, un breakdown des protéines, et ça va nous donner de l'acide urique maintenant intrinsèque. Et vous savez tous maintenant, quand on a par exemple affaire à des malades de cancer, on va aller chercher l'acide urique comme éventuellement un biomarqueur de la cachexie. C'est-à-dire si quelqu'un va perdre ses muscles d'une manière exponentielle du fait qu'il y a la tumeur qui va se propager éventuellement, elle va chercher de l'énergie, elle va puiser dans les réserves musculaires, elle va produire de l'acide urique qui n'est pas extrinsèque, il est intrinsèque. Donc nous aurons intérêt à minimiser cela, calculer justement, moi, cette notion de 0,9, 1,1 g, comme j'ai dit tout à l'heure, 100 grammes de protéines, il faut savoir que 100 grammes de viande, ça rapporte à peine 20 grammes de protéines. Donc il va falloir qu'on répartisse assez de protéines, mais le plus important, manger un peu plus de protéines à tous les repas, mais étaler sur la journée. Ne pas opter pour le monorepas. Maintenant, les gens qui font du jeûne intermittent,
et qui se disent je vais jeûner pendant 16 heures et pendant les 8 heures je vais manger ce que je veux, ça c'est à oublier. C'est-à-dire si je veux faire du jeûne, je peux faire du jeûne à l'islamique, à la marocaine, prendre son suhoor, jeûner normalement, d'ailleurs par rapport à Ramadan, mais songer à avoir des protéines. Maintenant, il y a aussi une question, quel type de protéines? Dans la littérature, moi quand j'ai fait mes histoires en France, je me suis penché sur l'acide urique parce que mon défunt père, Allah yarhamou, il était quelqu'un qui fait des crises tout le temps, et quand vous savez, quand vous essayez de faire quelque chose, vous essayez de faire déjà pour vos proches dans un premier temps, il y a cette question qui se posait tout le temps. Il n'y a rien dans la littérature qui va nous obliger à enlever les légumineuses d'un repas, parce que normalement, scientifiquement parlant, ça ne doit pas donner éventuellement de l'acide urique. Maintenant, il va falloir chercher à avoir une nutrition optimale. Et qui dit optimale, c'est couvrir d'abord ses besoins et gérer ses envies. C'est-à-dire, je vais me permettre de manger selon mes besoins. Quelqu'un qui a de l'acide urique, on peut travailler sur la bonne diurèse, choisir la meilleure eau possible. C'est pas par hasard qu'on a mis aujourd'hui de l'eau de source qui est bicarbonatée, mais on peut aller chercher du Sidi Harazim, on peut aller chercher du Wilmès, et arrêter de dire aux gens que du Wilmès va augmenter l'hypertension artérielle. Le Wilmès, il va pas apporter autant du sel qu'on va avoir dans le khli ou quand on va avoir dans les conserves d'olive, parce que 1 gramme de sel, ça apporte à peine 400 mg de sodium. Une bouteille de Wilmès, le 1 litre, ça ne doit pas rapporter plus de 140 mg de sodium. Donc, il faut revoir le message auprès des personnes. Moi, les gens qui ont une uricémie qui dépasse les 60-65, je les invite d'abord à boire davantage, à avoir une bonne diurèse. Et si on opte pour une eau qui est riche en bicarbonate, notamment Wilmès premier, Sidi Harazim deuxième, Ain Sultan, là on va alcaliniser un peu. On a vu notre collègue justement des laboratoires Boutu qui sont penchés sur la question. Donc on peut alcaliniser nos urines d'une manière plus simple. Très bon message. Je l'associe au leak App Control qui augmente le pH et tout le monde va être content. Merci beaucoup. On passe à la pause café.